ce livre est né d'une série d'interventions, d'articles, immédiatement après l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis en 2001. Je pense que mon premier texte doit dater de l'hiver 2001-2002, dans Culture et Conflit, où je commençais à émettre de sérieux doutes sur la façon dont les choses se passaient. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose de tout à fait frappant. C'était les gens qui avaient été finalement recrutés par les États-Unis pour renverser les talibans. Donc, criminels de guerre bien connus, miliciens, Rachid Dostum dans le Nord, milices sur Kandahar qui ont envahi et pillé la ville totalement, trafiquants de drogue dans l'Est qui ont commencé à replanter avant même que les combats soient finis. Toute l'équipe des Panchiri autour de Massoud, malheureusement disparue, qui se sont rués sur Kaboul aussi pour s'approprier des terres publiques, pour spéculer, pour vider les caisses de l'État, enfin ce qui est resté dans les caisses de l'État. Donc dès l'origine, on voit que les gens qui sont mis au pouvoir par les Américains sont des gens qui ne vont pas reconstruire l'État, qui sont là pour des profits à court terme, etc. etc. Donc ça, c'est un premier élément. Puis il y a un deuxième élément qui assez vite a été inquiétant, c'est la façon dont la reconstruction de l'Afghanistan était envisagée. Elle était envisagée d'abord dans une optique totalement néolibérale, donc l'État avait une place minimale et les grandes entreprises et aussi les ONG, disons tous les acteurs du privé, alors qu'on peut renommer société civile, mais grosso modo ça reste le privé, était au cœur véritablement de la mécanique de reconstruction. Alors ça a eu rapidement des effets prévisibles, corruption, captation, marché monopolistique, détournement systématique, corruption de la société afghane, et évidemment, entre les élites que je décrivais tout à l'heure qui ont été mises au pouvoir et évidemment ce mode de fonctionnement, la connexion s'est vite faite par la corruption. Donc ça, c'était un deuxième élément extrêmement important. Et je crois qu'il y a un troisième élément aussi, un troisième élément qui s'est dégagé plus tard, qui a été la violence de la coalition. Il y a quelque chose de frappant dans ce qui se passe ces jours-ci, après la chute de Kaboul, c'est la redécouverte des droits de l'homme par les pays occidentaux. C'est l'éternelle virginité des pays occidentaux. À chaque fois qu'on perd une guerre ou qu'on déclenche une guerre, on parle des droits de l'homme, et entre les deux, bon, c'est quelque chose qui est moins intéressant. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les Américains monter des milices dès l'origine, les milices de la CIA dans l'Est, les Ross Protection Force, qui ont terrorisé des gens entre Rost et Gardez dans cette région. On a vu les milices d'Ourgoun, de très très mauvaise réputation. On a vu le chef de la police à Kandahar monter des prisons privées où il torturait et où il tuait. On a vu Rachid Dostum dont je parlais tout à l'heure. Bon, on a vu progressivement s'installer un régime de violence arbitraire avec des éliminations ciblées, des opérations de nuit. Tout ça qui contrariait profondément la relation qu'on pouvait avoir en tant qu'Occidentaux avec les Afghans. Et donc, à partir de là, les études de terrain régulièrement, enfin tous les ans, pendant des années, m'ont montré que ce qui se passait, c'était la montée d'un mouvement taliban qui était organisé, structuré et qui avait une thématique centrale, le retour de l'État, le retour du droit. Voilà, donc après, tout ça n'était pas très compliqué. Après, il y a eu des erreurs, disons, plus ponctuelles. Le surge, donc la montée de l'investissement américain pendant le premier mandat d'Obama, qui était d'une rare stupidité, pour dire les choses franchement. Puis après, on a eu une série d'événements. Et ce qui a été un peu le clou dans le cercueil, c'est l'accord de Trump avec les talibans en février 2020, qui était en fait la remise officielle des clés du pouvoir aux talibans. Voilà. Donc voilà, après, je pense que j'étais à peu près le premier à le dire, mais progressivement, mon pessimisme a gagné l'ensemble des experts. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près consensus sur ce qui s'est passé. Il y a un contraste étonnant entre des analyses politiques, des analyses même militaires, tout bêtement, qui étaient claires. Le régime ne pouvait pas durer plus que quelques mois après le retrait américain. Donc là, on a quelque chose qui est une évidence pour tout le monde. Le régime ne tient, après le retrait de l'essentiel des troupes de l'OTAN après 2014, essentiellement par des bombardements absolument intenses. Je vous parlais tout à l'heure des problèmes des droits de l'homme, qui est un peu une question à éclipse. Les bombardements de l'OTAN ont fait de plus en plus de victimes civiles, parce qu'il y avait de moins en moins d'informations au sol, et on est arrivé à un stade où, véritablement, malgré tous ces bombardements, le régime s'effondrait progressivement.
Donc toutes les données objectives sont claires, le régime va s'effondrer. Alors est-ce qu'il va s'effondrer au 15 août? Je ne pensais pas. Est-ce qu'il allait passer l'hiver? Certainement pas. Donc voilà, on est quelque part à quelques mois près. Alors ce qui est frappant, c'est que dans ce contexte, aucune liste d'évacuation, aucune préparation technique de la logistique, une espèce d'absence de coordination entre les Américains et les Européens. Donc on a en fait un retrait qui s'est effectué à peu près comme la présence occidentale, c'est-à-dire le désordre, l'incapacité à prévoir, le manque de coordination. Voilà. Donc finalement, de ce point de vue-là, on aurait aussi pu le prévoir, mais j'avoue que ça m'a surpris. Alors, il y a un aspect de l'équation qui est très clair, c'est les talibans et Al-Qaïda sont des ennemis radicaux de l'État islamique. C'est probablement la seule bonne nouvelle qu'on puisse avoir en Afghanistan, c'est que désormais, les talibans vont pouvoir se consacrer, j'allais dire à plein temps, à l'élimination de l'État islamique. Alors revenons sur les causes initiales. Vous savez que l'État islamique est une scission d'Al-Qaïda. Et tout ça s'est joué notamment à propos de la guerre en Syrie. Et ce qu'on voit bien, c'est que l'État islamique a une volonté d'occupation territoriale, de fondation du califat. C'est ce qu'ils avaient proclamé à Mossoul notamment. Et c'est cette volonté de domination territoriale, de fondation d'un État, de quelque chose qui ressemble à un État, qui les met en contradiction radicale avec Mollah Omar. Donc dès 2014, vous avez des textes, notamment dans Dabiq, la revue de l'État islamique, vous avez des textes contre Mollah Omar. Et Mollah Omar, donc le chef historique des talibans. Et donc, peu à peu, la situation s'envenime, en un sens. Plus Al-Qaïda se rapproche des talibans, notamment tous les leaders d'Al-Qaïda ont prêté allégeance à Mollah Omar, et plus vous avez au contraire des attaques de plus en plus virulentes de l'État islamique contre les talibans. Alors concrètement, l'État islamique a des cibles multiples en Afghanistan. Les talibans eux-mêmes, les Américains, tant qu'ils étaient là, mais aussi les chiites. Et les attentats les plus atroces, notamment contre une maternité à Kaboul, mais aussi contre un lycée, sont des attentats réalisés par l'État islamique, et pas par les talibans qui, pour différentes raisons, veulent de bonnes relations avec l'Iran. Et donc on a, avec l'attentat notamment devant l'aéroport de Kaboul, au moment de l'évacuation, qui était une évacuation co-gérée entre les Américains et les talibans, on a donc un attentat qui permet, quelque part, à l'État islamique, à la fois de tuer des Américains, de tuer des talibans, et de faire passer le message qu'ils sont encore là, parce que de facto, ils sont marginalisés, et bon, je ne pense pas qu'ils puissent tenir désormais aucun district en Afghanistan. Alors, dans votre question, il y a plusieurs choses. Premièrement, j'allais dire juridiquement, techniquement, les talibans sont un mouvement terroriste. Ils ont été listés par les États-Unis. Donc oui, et notamment à l'intérieur des talibans, certains responsables, notamment la famille Haqqani, Sirajuddin notamment, sont considérés comme des super-terroristes avec une prime de 10 millions de dollars pour ce qui permettrait de l'arrêter, etc. Donc véritablement, ils sont sur les listes du FBI. Ce sont techniquement des terroristes. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce sont, quoi qu'on en pense de la dénomination, des gens qui travaillent à l'intérieur de l'Afghanistan. Les talibans n'ont pas de projet d'exportation. D'où la querelle un peu étrange quand on a arrêté en France des gens qui s'étaient fait passer pour réfugiés, qui sont probablement des réfugiés, mais qui ont été à un moment membres des talibans. Ça ne veut pas dire qu'ils faisaient de l'infiltration pour préparer des attentats. Ils ont changé de cheval. C'est qu'à un moment donné, ils se sont dit entre vivre en France et vivre sous le régime taliban en Afghanistan, il y a peut-être des choix à faire. Voilà. Donc, les talibans n'ont jamais présenté une menace, jamais organisé d'attentats, etc. C'est différent, évidemment, pour Al-Qaïda, qui potentiellement pourrait organiser des attentats, même si les attentats du 11 septembre, contrairement à ce qu'on a dit souvent, n'ont pas été organisés à partir de l'Afghanistan. Mais la direction d'Al-Qaïda était à l'époque en Afghanistan. Il y a une nuance qui, je pense, est importante.
Donc, on se retrouve dans une situation où la vraie question, la vraie dégradation de la sécurité occidentale vient du fait que désormais, en fait c'est vrai depuis quelques années, mais c'est vrai de plus en plus, l'Afghanistan est un sanctuaire pour un certain nombre de mouvements terroristes. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont avoir des camps d'entraînement, mais ça veut dire que c'est une zone du monde où ils peuvent s'établir, avoir une famille, échapper aux poursuites. C'est vraiment un sanctuaire au sens le plus vrai du terme. Et de ce point de vue-là, ça va poser un problème à toutes les stratégies d'élimination, notamment des États-Unis, mais pas uniquement. Frappe de drones, opérations spéciales, ce sera de plus en plus compliqué à effectuer parce que l'Afghanistan, c'est 40 millions de personnes. Si les membres d'Al-Qaïda sont dissimulés dans la ville de Kaboul, 5 millions d'habitants, ça sera très compliqué de les repérer. La période où on faisait des frappes de drones dans les montagnes de la Kunar pour éliminer des cadres d'Al-Qaïda, je crois que c'est véritablement terminé. Désormais, ils seront profondément dans la société afghane. Il y a un premier élément central qu'il ne faut pas oublier, c'est l'humiliation américaine. L'humiliation américaine qui s'inscrit dans un cadre plus large, en fait, qui est le retrait des Américains de ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire de l'Afghanistan, j'allais dire, jusqu'à la Syrie. Donc dans toute cette région, vous avez un retrait américain qui est un retrait historique extrêmement important. Même dans les pays du Golfe, la présence américaine est moins forte. Des pays comme le Qatar, l'Arabie saoudite envisagent des systèmes d'alliances alternatifs. Donc on n'est plus du tout dans la phase de la grande domination des États-Unis, qui est surtout la période des années 90 en fait. Donc ça, c'est terminé. C'est véritablement central. Et ça menace assez directement d'ailleurs les intérêts européens. Le deuxième élément, c'est que la fin de la guerre civile en Afghanistan, parce qu'en fait, ce qui s'est passé le 15 août, c'est la fin de la guerre civile. Une fin d'une guerre civile de 40 ans, c'est extrêmement stabilisateur pour les pays de la région, contrairement à ce qu'on entend parfois. Il n'y a pas de menace taliban sur le Pakistan, sur l'Asie centrale ou sur l'Iran, au contraire. On a de nouveau un régime qui peut garder les frontières. Donc ça, c'est central. C'est un des éléments qui explique que l'Iran, par exemple, travaille depuis des années avec les talibans. Et maintenant, évidemment, ils sont dans des relations, disons, relativement non conflictuelles avec l'Iran. Ce qui me fait dire ça, notamment, c'est le fait que quand le régime s'est effondré très vite, il y avait un pôle de résistance possible qui était les chiites. Parce qu'il y a 20% de chiites en Afghanistan. Par définition, ils ne peuvent pas être membres d'un mouvement qui est strictement sunnite comme les talibans. Donc c'était une force d'opposition. Or, en fait, il y a visiblement une négociation, parce que aucun quartier chiite de Kaboul ne s'est battu. Les chiites, qui sont très nombreux à Mazar-e-Sharif, ne se sont pas battus. L'hypothèse évidente, étant donné qu'il y avait eu des délégations talibans qui avaient été reçues à Téhéran, c'est qu'il y a eu un accord de passé. Donc voilà, on voit que pour l'Iran, par exemple, le départ des Américains est un bénéfice stratégique majeur, qu'avec les talibans, on peut trouver une accommodation. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Du point de vue du Pakistan, c'est la réalisation d'un projet qui a commencé en fait avec le coup d'État communiste en 1978. Et le projet, c'est de mettre fin à ce qui était traditionnellement l'alliance de revers entre l'Afghanistan et l'Inde contre le Pakistan. Et le Pakistan est un pays qui est géographiquement très étroit. Donc ça a toujours été une obsession pour la classe politique pakistanaise, mais surtout pour l'armée pakistanaise, arriver à faire basculer l'Afghanistan dans la zone d'influence du Pakistan. Et là, maintenant, c'est chose faite. Ça avait été brièvement le cas entre 1996 et 2001 quand les talibans étaient au pouvoir. Maintenant, il n'y a plus de résistance en Afghanistan, la guerre est terminée, et évidemment, le régime afghan va se retrouver assez largement dépendant du bon vouloir pakistanais. Il y a des limites à ça, notamment parce que les talibans sont un mouvement authentiquement nationaliste et qu'à un moment donné, la présence pakistanaise peut être un peu pesante. Mais en tout cas, politiquement, économiquement, l'Afghanistan a basculé du côté de l'alliance, disons, pakistano-chinoise. Voilà, c'est quelque chose comme ça qui est en train de se passer. Enfin, pour terminer, pour les Russes, la victoire des talibans, c'est également une défaite américaine, donc en soi, c'est toujours bon à prendre. Mais je dirais que surtout, ce qui est intéressant,
c'est que ça permet, le départ américain, ça permet à la Russie de revenir sur l'Asie centrale et de contrôler beaucoup plus l'Asie centrale. Donc aujourd'hui, véritablement en Asie centrale, la Russie est l'hégémone. C'est eux qui contrôlent le jeu diplomatique, le jeu stratégique. Ce qui à terme d'ailleurs pourrait amener une certaine tension avec la Chine, qui a toujours son grand projet d'extension. Bon, voilà. Ça, je crois que c'est quelque chose de central. Il n'y a pas de menace non plus des talibans sur l'Asie centrale. Il n'y a pas de tentative de pénétration en Ouzbékistan ou au Tadjikistan. Les manœuvres des Russes ces dernières semaines sur la frontière, c'est une façon aussi de faire passer un double message. Premièrement, c'est quand même encore les Russes qui assurent la sécurité des frontières. Deuxièmement, c'est un message aussi aux talibans. N'essayez pas par hasard de déstabiliser quoi que ce soit parce que nous sommes là. Mais je ne pense pas que ce soit du tout le problème du régime taliban qui, franchement, se retrouve avec une situation sociale et économique extrêmement difficile. Donc, c'est un mouvement qui va d'abord être absorbé par les problèmes internes du pays. D'abord, rappelons que la frontière entre l'Afghanistan et la Chine, frontière toute petite, surtout c'est à 4000 mètres d'altitude, donc ce n'est pas une véritable frontière. En fait, les relations de la Chine et de l'Afghanistan passent d'abord par le Pakistan aujourd'hui. À terme, elle pourrait aussi passer par l'Asie centrale, mais aujourd'hui, c'est d'abord par le Pakistan. Ce qui veut dire une première chose, c'est qu'il n'y a pas de menace, par exemple, d'un soutien des talibans au mouvement ouïghour. Parce que ceux-ci seraient obligés de passer par le Pakistan, et le Pakistan, évidemment, est beaucoup trop aligné sur les intérêts chinois pour permettre ce genre de choses. Donc il n'y a pas de menace. Le deuxième élément, c'est qu'il y a quelque chose qui est intéressant en Afghanistan pour la Chine, c'est les matières premières. Alors ils ont déjà des contrats, notamment au sud de Kaboul, dans le Logar, pour du cuivre, mais à terme, c'est beaucoup plus les terres rares. Il y a un peu de pétrole et de gaz aussi, mais ce n'est pas central, mais c'est beaucoup plus les terres rares qui seraient intéressantes. Troisième élément, n'oublions pas que l'Afghanistan, c'est aussi la voie d'entrée terrestre en Asie centrale. La grande route, par exemple, Quetta, Kandahar, Herat, qui remonte jusqu'au Turkménistan, est une voie importante. Donc, faire basculer l'Afghanistan dans le camp pakistanais et dans le camp chinois, c'est aussi ouvrir de manière terrestre toute cette région à l'influence pakistanaise et chinoise.